Bonjour et bienvenue dans ce blog littéraire qui portera sur le livre de non-fiction Contre la pauvreté au Japon de l'auteur Yuasa Makoto que j'ai choisi de lire dans le cadre du printemps japonais. Effectivement, je suis encore en retard, mais je vais finir ce défi littéraire. Donc comme j'ai pu faire dans d'autres vidéos, dans d'autres vlogs littéraires, je filmerai au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture pour vous donner mes impressions. Et ne vous étonnez pas, je mettrai peut-être des petits entre mes avis, je mettrai peut-être des petites vidéos de choses que j'ai faites en France. Donc ne vous étonnez pas si je suis dans mon appart à Berlin et que je montre des vidéos de France. C'est juste que j'ai pas eu trop le temps de lire quand j'étais chez mes parents. Et je donnerai à la fin de cette vidéo une petite update de ma vie privée, mais je préfère le faire à la fin pour éviter que les gens que ça n'intéresse pas soient dérangés. Bref, on va passer du coup tout de suite au livre. Il a été publié en 2008 au Japon et sa publication française aux éditions Piquier est parue en 2018. L'auteur Yuasa Makoto a environ une cinquantaine d'années, il est docteur en sciences politiques et il est très engagé dans la lutte anti-pauvreté depuis environ une vingtaine d'années, donc depuis le début des années 2000. En 2007, il a créé une organisation pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Et d'ailleurs, il me semble qu'il évoque cette organisation qu'il a créée dans la première partie. Bref, il a organisé certains événements, on peut dire entre guillemets, pour faire prendre conscience aux gens de certaines difficultés qui existent au Japon. Notamment, il avait organisé comme un campement éphémère pour faire prendre conscience du problème des sans-abri. Il a aussi travaillé à un projet de loi avec le Premier ministre, il me semble. Donc, pour vous dire, en gros, c'est quand même quelqu'un qui, depuis des années, 2 décennies même, est très très impliqué sur ce sujet-là et connaît très bien la situation au Japon. Au tout début du livre, on a un avant-propos qui est vraiment super pour contextualiser si vous n'avez pas trop d'informations concernant le contexte économique, historique japonais. Il y a vraiment les dates essentielles qui replacent les choses dans leur contexte et qui permettent bien d'avoir les informations de base. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet avant-propos, donc non seulement le contexte économique et historique, mais il nous explique aussi que les Japonais n'ont pas vraiment conscience qu'il y a un problème de pauvreté. Alors il y a un problème de pauvreté, la pauvreté existe dans tous les pays, mais d'après l'avant-propos, les Japonais ont une illusion d'une société égalitaire, ce qui fait qu'ils n'ont pas conscience que la pauvreté existe vraiment. Et le mot, même pauvre, on en reparlera après, est devenu comme un tabou. Et d'ailleurs, en fait, je me demande si... Je peux croire effectivement qu'ils aient cette illusion-là, qu'ils ne voient peut-être pas cette pauvreté au quotidien et du coup n'en aient pas conscience. Mais je me demande si une partie du fait qu'on ne parle pas de cette pauvreté ne vient pas du fait que c'est un tabou aussi. Je me demande s'il n'y a pas quand même un cercle vicieux qui fait qu'il y a un tabou, donc on n'en parle pas, donc les gens n'en prennent pas conscience. Donc, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, c'est pas abordé dans l'avant-propos, mais je me demande si ça serait pas le cas quand même. Après l'avant-propos, on a une préface qui a été rédigée par l'auteur. Et chose intéressante, cette préface a été rédigée 10 ans après. Elle a été rédigée pour l'édition française. Ce qui fait que l'auteur a quand même un certain recul par rapport à comment la situation a évolué depuis la publication originale. Et apparemment, il semble dire que la conscience de ce problème-là, du fait qu'il existe un problème de pauvreté, la déstigmatisation, etc., apparemment tout ça s'est amélioré, les gens prennent conscience que ce problème existe et c'est un peu moins un tabou. Le mot pauvreté en japonais, alors quelque chose comme hinkon, est un mot qui ne s'employait pas il y a déjà quelques décennies. Et d'après, si vous parlez japonais, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais d'après ce que dit l'auteur, c'est un mot qui a une connotation extrêmement forte. Et c'est pas seulement pauvreté, mais c'est vraiment, on a ce sentiment de quelque chose de très fort, d'une
presque d'une pauvreté un peu extrême, on va dire, et c'est pour ça que le mot n'était pas forcément utilisé, parce qu'il semblait être un peu... pas forcément être le meilleur mot pour décrire ce qu'il décrivait finalement. Donc c'est pour ça que ce mot-là était assez peu utilisé. Et même pas du tout. Apparemment, avant que lui écrive ce livre-là, c'était pas un mot qui se retrouvait dans des articles de journaux ou quoi que ce soit. C'est pour ça en fait que cet élément m'a fait dire un petit peu plus tôt que je me demande s'il n'y a pas vraiment même un tabou autour de la pauvreté et pas seulement un problème de prise de conscience. La première partie du livre, il me semble qu'il y en a 5, s'appelle « Du quotidien d'un couple ». Là, on a une vraie histoire d'un vrai couple qui sont tombés dans la pauvreté, qui sont devenus sans-abri et qui ont fait appel à l'organisation de Monsieur Makoto. Donc c'est comme ça qu'il a pu être en relation avec ce couple-là. Et ce qu'il explique dans il se sert de cet exemple-là pour montrer que les personnes qui sont dans une situation de pauvreté, qui finissent par être sans-abri, ne le sont pas forcément parce qu'elles sont fainéantes, parce qu'elles n'ont pas envie de travailler ou quoi que ce soit, alors que c'est un petit peu le cliché qui existe au Japon. Je me dis, je ne suis pas sûre que ce soit un cliché qui existe seulement au Japon, je pense que c'est un cliché qui existe aussi dans nos sociétés occidentales. Donc il essaye de démonter cette idée-là en nous montrant aussi le parcours de ces deux personnes qui ont été malades physiquement, qui ont eu certains troubles psychologiques qui ont fait que ça a été aussi difficile de travailler, ce qui est, je pense, quelque chose qui peut être parfois compliqué à comprendre pour des personnes qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là ou qui ne font pas l'expérience de troubles psychologiques, de comprendre que parfois travailler, ça peut être difficile quand on a des troubles psychologiques. Et en plus de ça, ces deux personnes viennent quand même de milieux assez défavorisés ou n'ont pas eu l'aide qu'elles auraient dû recevoir. Par exemple, la femme, je ne sais plus si elle avait encore ses parents, mais l'homme, il a perdu ses parents très jeunes. Et en gros, il s'est fait voler l'argent qui lui revenait de droit de ses parents par quelqu'un d'autre de sa famille. Donc, en fait, ça a été vraiment une combinaison une addition de malheurs qui ont fait que ce couple-là en est venu à la situation finale d'être dans une situation économique difficile et sans abri. C'est vraiment bien écrit de façon fluide. On verra pour le reste, si on rentre dans des choses peut-être un peu plus techniques, je ne sais pas, mais en tout cas pour cette partie, ça se lit vraiment très facilement, il n'y a pas de grandes difficultés. Et j'ai trouvé assez intéressant de voir vraiment certains éléments culturels. Donc quand ils parlent de leur vie, quand ils se sont retrouvés sans abri, ils ont essayé d'aller à plusieurs endroits. Alors il y a des... quel était le nom? Guest house. Donc c'est une sorte d'auberge de jeunesse moins chère. Et il y avait aussi un autre endroit où ils sont allés plusieurs fois. Ils sont allés dormir dans un cybercafé. Et apparemment les cybercafés au Japon sont ouverts la nuit. C'est possible de passer la nuit là-bas. Mais bon, on voit aussi qu'eux sont traités un peu différemment parce que le but d'un cybercafé, c'est pas d'aller dormir. Donc, il n'y a pas vraiment il y a certains éléments différents. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas donc, de centre d'urgence comme on en a en France, où il y a des personnes qui peuvent trouver un endroit pour dormir en urgence. Il n'y a pas toutes les choses qui ont été mises en place, par exemple en France, pour aider les sans-abri. Une chose qui m'a un petit peu manqué dans cette partie, et je pense que ce sera comme ça tout le livre, c'est que les yens n'ont pas été convertis. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et effectivement, même si on les convertit, il y a certaines nuances qui font que, même si ça se convertit en 10 €, ça n'a peut-être pas forcément la même valeur par rapport au coût de la vie dans une ville ou une autre, mais j'aurais aimé quand même que ça soit converti pour avoir à peu près une idée des prix dont on parle, parce que en yens, bon, je comprends quand ils nous disent tant de yens, ça fait pas beaucoup, mais pour moi, ça reste quand même très abstrait.
Chapitre 2, le Japon, une société toboggan. L'image du toboggan a été choisie parce que, selon l'auteur, au Japon, si on prend la métaphore, quand vous glissez, vous êtes sur une pente, sur un toboggan, et il est impossible de se raccrocher à quoi que ce soit. On ne peut qu'aller directement au fond. Et je vous explique du coup le fond de sa pensée. Pour lui, il y a 3 filets de sécurité qui permettent d'amortir la chute vers la pauvreté. Le premier, c'est l'emploi. Le problème avec l'emploi au Japon, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs, je crois qu'il appelle ça non réguliers. Donc ça va être tous les contrats du style intérim, temps partiel, CDD, des choses comme ça. Et donc non seulement il y a ce problème du long terme, soit du long terme, soit du fait que les personnes ne gagnent pas assez d'argent. Donc on va retomber assez rapidement dans une situation de chômage. Et quand on a ce type de contrat-là, normalement, on est censé être assuré pour diverses choses, tout comme en France, pour la retraite, chômage, assurance maladie, etc. Mais souvent, ils ne sont pas assurés et forcément, ils n'osent rien dire pour ne pas perdre leur travail. Donc, là encore, un cercle vicieux. Le deuxième filet de sécurité, c'est la sécurité sociale, avec toutes les assurances que j'ai évoquées précédemment. Donc, chômage, retraite, maladie, contre les accidents du travail, etc. Le problème, comme j'ai dit précédemment, c'est que beaucoup de personnes, même si elles ont droit à ça, peu importe en fait leur contrat, elles ont droit à ces assurances-là, on ne paye pas ces assurances-là pour elles, alors que c'est censé être quand même pris en charge par leur employeur. Donc non seulement il n'y a pas la sécurité de l'emploi, mais en plus il n'y a même pas la sécurité que si on perd cet emploi, on aura quand même les allocations chômage, ou du moins ce qui ressemble au Japon. Les chiffres sont vraiment alarmants, notamment en ce qui concerne la retraite, où en 2006, le taux de non-paiement a dépassé les 50%. Donc c'est vraiment énorme, sachant que le Japon a une population vieillissante, c'est vraiment un problème très urgent. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que justement ça a mené d'autres problèmes. Si on parle de personnes qui sont à la retraite, il y a beaucoup de personnes au Japon à la retraite qui se trouvent dans des situations d'urgence et de ce fait qui vont commettre certains délits pour se retrouver en prison parce que là, elles savent qu'elles vont être nourries, logées. Alors, c'est pas que les personnes à la retraite, il y a aussi des personnes plus jeunes qui font ça parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, tout simplement. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui peut permettre aux gens dans le plus grand besoin d'avoir certaines aides? Et oui, c'est le dernier et troisième filet, la protection sociale. Le problème avec cette protection-là, c'est qu'il y a très peu de personnes qui la touchent, soit parce que les personnes n'ont pas connaissance, ne savent pas que ça existe, soit parce qu'elles ont honte de le demander, elles ont honte par rapport à l'image qu'on a en fait de cette situation de demander cette protection-là, soit même dans le pire des cas, on leur refuse. Ce qui est illégal, mais on leur refuse. Il a évoqué à un moment la situation de personnes auxquelles il est venu en aide qui, pendant un moment, n'ont pas pu toucher ces aides-là. On leur a refusé sous prétexte qu'elles n'avaient pas d'adresse fixe, elles n'avaient pas de logement, donc on ne pouvait pas leur donner. Extrêmement logique, sachant que ce couple-là avait un enfant en plus. Donc imaginez toutes les personnes sans domicile, parce qu'il a évoqué le fait que les personnes sans domicile n'avaient pas accès à ces aides-là. Donc j'ai compris que c'était peut-être à cause du fait qu'elles n'avaient pas d'adresse fixe, mais du coup c'était pas vraiment évoqué dans les détails. Un point intéressant qui est, je pense, applicable, une logique qui peut être applicable dans d'autres pays, il faut voir les chiffres, mais souvent on entend dire il vaut mieux être assez sévère avec ces aides-là pour éviter les fraudes. Et son argument, c'est de dire en 2006, il y a eu, je ne sais plus exactement combien, moins de 15 000 cas de fraude concernant ces demandes d'aide.
alors qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient réellement besoin de ça. Et il compare, il dit en fait entre, je sais plus quel était le nombre exactement, je vais regarder. Alors je ne sais plus, mais en tout cas sa logique c'est de dire les cas de fraude sont tellement, c'est un problème tellement minime par rapport aux gens qui sont vraiment dans le besoin et qui sont littéralement en train de mourir de faim que on devrait plutôt se concentrer sur les personnes qui sont dans des situations d'urgence. Et d'ailleurs, il évoque le fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas touché cette protection sociale et qui sont, comme je vous dis, littéralement mortes de faim, qui n'avaient plus rien pour manger, qui n'avaient pas la possibilité d'aller voir un médecin. Donc c'est effectivement un problème très grave auquel il faut attacher énormément d'importance. Un point très intéressant dans ce chapitre-là, c'est de voir comment plusieurs problèmes s'imbriquent et s'alimentent l'un l'autre. Donc c'est pas seulement la pauvreté, c'est la pauvreté et certaines maltraitances d'enfants par exemple, certains troubles psychologiques qui peuvent être engendrés par ces problèmes de stress, de pauvreté. Ça peut être des actes irréparables qui ont été commis en dernier recours parce que les personnes ne voyaient pas d'autre solution pour s'en sortir. Donc c'est vraiment important de voir que sous ce problème de pauvreté, il y a d'autres racines qui donnent naissance en fait à d'autres problèmes un peu plus loin. Comme petit résumé pour l'ensemble du chapitre, c'était intéressant, surtout ce qui m'a particulièrement plu, c'était tout ce qui concernait les contrats réguliers, non réguliers. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est, je pense, un petit peu différent de ce qu'on connaît en France. Et c'était toujours très clair, toujours très fluide, mais je trouvais que parfois, ça n'allait pas forcément totalement en profondeur et parfois, il me manquait quelques éléments pour comprendre complètement parce que le Japon, c'est un système quand même complètement différent. Et j'aurais aimé avoir peut-être des notes de bas de page ou quelque chose comme ça. Par exemple, quand il parle des personnes qui quittent l'école après le collège, je crois, il me semble qu'au Japon, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 15 ans, donc fin collège. J'ai dû le chercher, en fait, c'était pas dans le livre, et des petits éléments comme ça, j'aurais trouvé bien de les avoir pour comprendre un peu le contexte, parce qu'en tant que français, ou peut-être que non japonais, qui ne connaît pas vraiment très bien le système, on se pose certaines questions. Par exemple, quand il a parlé des SDF et qu'il disait qu'ils ne peuvent pas toucher la protection sociale, bon, tu fais les liens avec d'autres choses qui ont été dites, mais parfois, en fait, il évoque juste des trucs comme ça, et après, on sait pas trop. Et je trouvais que, voilà, certaines choses, on aurait pu aller peut-être un petit peu plus en profondeur et les expliquer un petit peu mieux. On verra si certaines choses sont expliquées un peu plus en profondeur plus tard. Et j'aimerais voir aussi si à la fin, il a peut-être certains... pas des hypothèses, mais des idées pour lutter contre la pauvreté, pour ce qu'il faut faire vraiment concrètement. Donc, un des points, je dirais, d'après ce que j'ai lu et ce que je comprends, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de contrats réguliers et de vraiment faire en sorte que les personnes qui travaillent, on fasse vraiment attention à leurs droits et on fasse vraiment attention à ce qu'elles soient assurées là où elles ont le droit d'être assurées, comme l'assurance chômage, retraite, maladie, machin, et de vraiment lutter contre des discriminations à la protection sociale. Donc pour moi, ce sont les 3 points vraiment importants que j'ai retenus de ce chapitre.
Je sors 10 minutes pour prendre mon petit déjeuner. Et où tu te mets, toi? On va mettre le drap dessous, Pitito. C'est pas propre, là. C'est pas propre, mon bébé. La pauvreté relève-t-elle d'une responsabilité individuelle? Dans ce chapitre, Makoto se base un peu plus sur l'aspect de le rejet que les personnes dans ce genre de situation vivent. On leur dit que c'est leur faute, qu'elles font pas assez d'efforts, qu'elles pourraient trouver un travail, etc. etc. Et alors avant de parler de ça un peu plus en détail, il donne des chiffres vraiment absolument affolants concernant les taux de suicide. Donc je n'ai pas les chiffres, mais je pense avoir déjà entendu dire qu'au Japon, il y a des taux de suicide qui sont quand même beaucoup plus grands que dans les autres pays. Il disait qu'en 2006, 28% des personnes qui avaient laissé une lettre avaient précisé qu'elles faisaient ça pour des raisons financières. Donc c'était, je crois, plus de 3000 personnes. C'est quand même énorme pour quelque chose qui pourrait être finalement évité. Donc après, il va un peu plus dans cette logique et explique pourquoi non, la pauvreté, c'est pas seulement ça relève pas seulement de la responsabilité personnelle. Donc on a vu dans le chapitre précédent ces filets de sécurité. Et il n'y a pas seulement ces histoires de filets de sécurité où on peut dire qu'il y a certains autres filets de sécurité. Où lui, il appelle ça tamé, je ne sais pas exactement comment prononcer. Où en gros, ça veut dire qu'une personne a certains potentiels qui font qu'elle va plus difficilement pouvoir tomber dans une situation comme ça. Donc par exemple, si on a des économies, si on a des parents qui peuvent nous aider, si on a certaines relations qui peuvent nous trouver du travail, forcément ça va ralentir cette chute, ça va peut-être la stopper. Et si vous avez pas de chance, c'est comme ça en fait, vous pouvez travailler autant que vous voulez, mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de personne pour vous aider, et vous perdez votre travail, vous perdez votre maison, etc., vous n'êtes pas dans des conditions idéales, même, c'est même pas seulement idéal, on n'est pas en condition de chercher un travail. Ce chapitre-là, j'ai trouvé, était un peu plus global, c'est pas forcément centré que sur le Japon si on compare par rapport au deuxième chapitre. Et donc il parle de la pauvreté un peu comme un tout, il y a pas mal de choses qui peuvent être transposées dans d'autres contextes culturels. Et notamment il parle de prix Nobel d'économie saine, il me semble que la personne s'appelait, qui explique en gros que la pauvreté, ça ne peut pas se baser seulement sur des chiffres, et ça ne peut surtout pas être un chiffre qui est détaché de tout contexte culturel. On ne peut pas avoir un chiffre pour le monde entier, en dessous de ça c'est la pauvreté. Alors que clairement, selon l'endroit où on habite, le niveau de pauvreté va être différent. Et en plus de ça, deux personnes qui vont gagner le même salaire, qui vont avoir la même somme d'argent par mois, ont des besoins différents qui font que peut-être qu'une personne, même si elle a la même somme d'argent qu'une autre, va peut-être se retrouver dans une situation de pauvreté. Donc pour définir la pauvreté, il dit que c'est pas seulement la somme d'argent qu'on a à disposition, mais ce sont aussi toutes, je me souviens plus des termes exacts qui étaient utilisés, mais ça va être en fait toutes les possibilités. Donc par exemple, l'accès aux soins médicaux qui font que si vous avez accès aux soins médicaux, vous êtes dans une situation moins précaire qu'une personne qui n'y aurait pas accès, même si elle a plus d'argent. Donc en gros, pour résumer, ça veut dire que la pauvreté, ça doit être défini d'une manière plus large, donc pas seulement défini par le côté financier, mais aussi ça doit être défini de façon moins globale, dans le sens où il n'y a pas une explication, il n'y a pas une définition de la pauvreté qui peut être appliquée au monde entier. Ça doit être vraiment appliqué à une échelle plus petite. Donc clairement, vous allez me dire, la logique n'est pas non plus transcendante, mais c'est vrai que c'est une question importante qui revient quand même souvent. On a l'impression,
C'est-à-dire que c'est une idée un peu générale comme ça, genre bah oui, bah, si tu t'es retrouvé dans cette situation, c'était ta faute, t'as pas assez travaillé, t'as pas assez fait ceci, cela, sans parfois se rendre compte qu'on est nous-mêmes dans une situation privilégiée. Pour revenir au cas du Japon en particulier, Makoto fait des accusations vraiment là, très directes envers le gouvernement. Pour lui, le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires. Et même plus que ça, il n'accuse pas seulement le gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires, mais quand il prend des mesures pour recenser certaines informations, de les utiliser et de manipuler les chiffres, pas en mentant, mais en les utilisant pour dévaluer le niveau de vie minimum. Donc c'est une façon de fermer les yeux, une forme de mensonge, oui, on peut dire, au lieu de prendre de réelles mesures. Donc pour répondre à cette question, Makoto nous dit, en résumé, que la pauvreté au Japon, bon, en général, que ça ne relève pas du problème de la responsabilité individuelle, mais que au Japon en particulier, c'est un problème qui est structurel et qui est renforcé par le déni du gouvernement. J'ai fini le livre, j'ai malheureusement pas du tout eu le temps de filmer entre les différentes parties, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les parties d'un coup. Chapitre 4, des freins pour cette société toboggan. Chapitre 5, les luttes anti-pauvreté et leurs interconnexions. Et vers une société forte, la construction d'un réseau anti-pauvreté, qui est plutôt une conclusion. Donc on va commencer avec le chapitre 4. Quels sont les freins possibles pour cette société toboggan? Donc ce sont tout simplement de renforcer les filets de sécurité, donc le filet de sécurité de l'emploi et de la protection sociale. Mais j'ai trouvé que les explications, j'aurais aimé que les explications aillent un peu plus en détail, parce que je me dis, en fait, on ne peut pas se reposer sur le bon vouloir, par exemple, des entreprises pour pour faire des contrats plutôt de CDI, plutôt des contrats de CDD. Donc j'aurais aimé vraiment qu'ils nous donnent vraiment des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire pression sur les entreprises pour qu'elles donnent plutôt des CDI et qu'elles payent les employés un salaire correct, etc. Dans ce chapitre, Makoto nous dit qu'il faut vraiment faire pression sur le gouvernement pour que lui prenne des mesures. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est le fait qu'ils disent que la pauvreté soit définie de façon vraiment trop stricte par le gouvernement. Du coup, il y a vraiment une population assez large qui est complètement oubliée. Parce qu'évidemment, entre avoir une situation stable et avoir une situation d'extrême précarité, ça va pas d'un coup. Ça y va par étage, où vous allez perdre certaines choses et vous allez tomber plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement selon les situations. Mais on oublie vraiment toutes ces personnes qu'il y a au milieu, tous les étages, alors que c'est hyper important, parce que si on arrive justement à aider une personne qui est dans cet entre-deux, pour lui éviter de tomber vraiment dans une extrême précarité, on pourra l'aider plus facilement à revenir à une situation stable. Donc je trouvais vraiment important qu'il en parle, parce que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Deux autres points que j'ai trouvé intéressants rapidement. Dans un chapitre précédent, il a parlé des abus des employés qui travaillent à la protection vitale. Alors quand vous y allez, votre dossier est accepté ou non. Et il propose carrément de mettre des caméras dans les salles. Il y a comme des salles d'entretien.
pour vérifier que les employés n'abusent pas de ces personnes-là et ne refusent pas à tort ces personnes, ne refusent pas à tort d'accepter qu'elles reçoivent cette aide-là. Donc il dit évidemment c'est une mesure extrême et il n'est pas pour cette surveillance extrême de la population, mais il dit là comme ça les forcerait, au moins en fait c'est un mal qui permettrait d'avoir quand même quelque chose de positif à la fin. Et ce que j'ai trouvé très important aussi, c'est qu'il parle de l'importance du lien social. Il parle de certaines actions qu'il a prises avec son organisation. Et je trouvais que c'était vraiment important parce que quand on parle de pauvreté, on se concentre beaucoup sur l'aspect financier, mais il y a tellement d'autres choses qui sont importantes et qui permettent à une personne de s'en sortir, ou au contraire qui forment certains obstacles. Donc j'ai trouvé appréciable qu'il en parle. En tout, ce chapitre, même s'il était intéressant, j'ai été un peu déçue. Je trouvais que ça restait un peu trop en surface. Dans le chapitre 5, les luttes anti-pauvreté et leurs interconnexions, il parle vraiment de beaucoup de choses. Un point qui m'a beaucoup marqué, c'était le business de la pauvreté. Il parle d'une agence d'intérim où lui a été, donc il parle pas trop du contexte, mais je pense qu'il y a été pour enquêter. Et en fait, cette agence d'intérim, ça vise vraiment les personnes dans des situations de précarité extrême. Mais en fait, le problème, c'est que, du coup, ça leur donne pas vraiment de travail stable. Ce sont donc, lui, il parle de travailleurs non réguliers. On pourrait parler de CDD, du coup, pour l'équivalent. Qui reçoivent, non seulement ils reçoivent pas de CDI, ils reçoivent un salaire très bas. En plus, on prélève sur ce salaire pour, par exemple, le logement. Et c'est des prix vraiment assez hauts, sachant que normalement, ils sont censés aider ces personnes-là. Et ils prélèvent ça sur un salaire qui est déjà très bas. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a aussi le problème que cette entreprise, forcément, elle doit recevoir des aides de l'État. Donc, non seulement elle s'enrichit sur le dos de ces personnes-là, mais en plus, elle renforce vraiment ce problème. Il parle aussi de son association, des fonds qui ont été créés par son association, de comment ça marche. C'était intéressant, mais je ne m'attarderai pas trop. Il y a d'autres thématiques qui ont été abordées dans ce chapitre. Je ne m'y attarderai pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Juste mon point de vue sur ce chapitre 5, c'est que même s'il y avait pas mal de choses intéressantes, j'ai trouvé que c'était moins structuré et que c'était un peu plus difficile à suivre. Pas parce que les idées qui ont été abordées étaient difficiles, mais parce qu'il y avait tellement de choses en fait que, je sais pas, ça aurait peut-être, je pense, été plutôt positif de peut-être faire 2 chapitres pour cette partie-là, pour pouvoir découper les choses un peu plus, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un peu trop de choses dans ce chapitre. Donc je vais maintenant vous donner ma conclusion, mon avis sur ce livre-là en entier. Donc je pense que vraiment le but de Makoto, ça a été de faire un livre pour vraiment alerter le public et faire pression sur le gouvernement. Son but, il m'a semblé, c'était vraiment de faire prendre conscience aux lecteurs que ce problème existe, que c'est un problème grave, qu'il faut éduquer les gens, qu'il faut briser ce tabou-là, et vraiment aussi d'expliquer que quand on est dans une situation de précarité extrême, ça n'est pas un choix qui est causé par un manque de motivation, par la faute individuelle, mais c'est vraiment un problème de société. Et il faut vraiment que la solution vienne de la société, vienne du gouvernement. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises, vraiment de véritables mesures, et pas des mesures performatives. Ce n'est pas un livre qui est purement factuel. Alors il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'éléments factuels, forcément, mais il y a aussi un côté très humain. On sent en fait le côté presque sentimental de l'auteur, on sent son implication, et je trouve que ça a été vraiment un côté, quelque chose de très positif qui nous permet d'être quand même plus impliqués dans la lecture de ce livre et pas d'avoir quelque chose de vraiment très froid.
Concernant les différents chapitres, j'ai trouvé qu'il y avait certaines inégalités, que certains chapitres étaient un peu mieux structurés que d'autres. J'ai particulièrement aimé le chapitre 2 parce que on avait vraiment des éléments très très concrets du pourquoi, du comment ça se passe comme ça dans la société japonaise. Il y a eu des parties un peu répétitives, je dois l'avouer, mais je pense que le point fort de ce livre, donc non seulement ce côté, j'ai pas envie de dire sentiment un peu émotionnel qu'on ressent dans l'écriture du livre, mais aussi la perspective donnée par l'auteur qui est toujours quand même logique et qui donne à réfléchir. Donc je dirais en conclusion que c'est plutôt un livre, une introduction plutôt à cette thématique-là. Donc si vous êtes déjà très bien informé sur le sujet, je ne sais pas si ça sera intéressant pour vous. Malgré tout, si vous ne connaissez pas du tout le sujet, je pense que ça sera quelque chose d'intéressant. C'est une introduction qui est quand même solide, qui donne des informations intéressantes. Donc si vous ne connaissez pas du tout le sujet, je peux vous le recommander. Si vous connaissez déjà bien le sujet, ça risque d'être pas forcément la meilleure lecture pour vous. Donc si je dois garder vraiment une idée importante de ce livre, c'est que la pauvreté au Japon est un problème très urgent parce que les causes et le contexte font que ça ne peut aller qu'en s'aggravant si le gouvernement ne prend pas les mesures adéquates. C'était donc mon avis sur ce livre-là, des informations que j'ai trouvées intéressantes. Si vous n'êtes là que pour le livre, vous pouvez arrêter cette vidéo maintenant. Si vous avez envie d'avoir un petit update sur ma vie privée, je vous invite à rester. Donc dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'avais trouvé un travail et j'ai été licenciée. Voilà, super. L'entreprise a dû licencier plusieurs personnes pour des raisons que j'entrerai pas dans le détail. Mais elle a été obligée de licencier plusieurs personnes, étant donné que je faisais partie des dernières personnes arrivées. Bon, j'ai atterri sur la liste des licenciés. Et c'était d'autant plus difficile que vraiment j'étais très contente. J'aimais mon travail, avec mes collègues ça se passait bien, avec ma supérieure hiérarchique ça se passait aussi très bien. Je trouvais l'entreprise super, les produits, j'étais totalement convaincue par ce qu'ils faisaient. Donc ça a été vraiment d'autant plus difficile quand on m'a annoncé que je devais partir. C'est pour cette raison que je n'ai pas vraiment eu le temps de lire dernièrement. Et aussi je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Surtout que quand on se fait licencier et qu'on lit un livre sur des gens qui n'ont pas de travail, c'était peut-être pas l'idéal du coup. Donc ça a été un petit peu difficile pour moi de me concentrer. Donc j'espère que ce vlog n'a pas été trop brouillon. Donc je reste positive, je continue à chercher, j'ai eu des entretiens mais rien qui a abouti à présent. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une réponse positive d'un entretien que j'ai eu dernièrement parce que ils m'ont fait vraiment très bonne impression et que je trouve l'entreprise vraiment bien. Mais bon, on verra. Donc c'est assez difficile surtout de recevoir, j'ai reçu plusieurs refus et surtout que en fait... J'aimerais presque qu'on me dise, ben en fait on ne prend pas à cause de ça et ça. Mais les refus que je reçois, c'est généralement, bon ben ça a été difficile de prendre cette décision parce qu'on a trouvé que tu avais un CV, un profil très intéressant, on est sûr que tu es compétente, mais non. Donc, en fait ils prennent qui? Parfois j'ai envie de leur demander, est-ce que vous pouvez envoyer le CV de la personne que vous avez prise? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? On dirait d'ailleurs... Je me faisais la réflexion, mais se faire licencier et même se faire rejeter pour un travail, on dirait un peu comme une relation amoureuse en fait. Quand j'ai été virée de mon travail, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit non mais ils te méritaient pas, tu trouveras un travail mieux que ça, encore mieux. Et j'ai été en fait entre ces deux émotions, l'envie de trouver un travail tout de suite pour montrer et ouais une autre entreprise a voulu de moi parce que je suis tellement géniale et l'envie de pleurer en me disant mais non c'était lui que je voulais, personne d'autre. Donc voilà, je trouve ça assez drôle, surtout que les refus que j'ai reçus c'était vraiment du style c'est pas toi c'est moi, vraiment t'es une personne super
et je suis sûre que tu trouveras une entreprise qui sera ravie de t'avoir comme employé, mais nous deux c'est pas possible. Donc bref, tout ça pour vous dire que ces dernières semaines j'étais assez occupée et préoccupée. C'est pour ça que j'ai pas posté. J'ai essayé d'être quand même active sur Instagram, donc si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je voudrais quand même terminer cette vidéo sur une information un peu plus positive que le néant de ma vie professionnelle. Le mois dernier, donc c'était il y a presque un mois, nous avons un nouveau membre dans notre famille, un petit Léo, un petit garçon qui est né donc en juillet, et on est tous très très heureux dans la famille. Malheureusement on n'a pas pu le rencontrer encore, malheureusement ma mère n'a pas pu être avec ma soeur pour cet événement qui est quand même un gros événement, un gros bouleversement dans la vie d'une femme. Parce que ma soeur vit dans un pays en Asie qui a des normes assez strictes à cause du corona, donc on n'a pas pu les rencontrer pour l'instant. Mais bon, c'est quand même une très très bonne nouvelle, surtout qu'il y a eu des complications, elle a été opérée à 8 mois. Donc quand je vous dis que ça a été compliqué, le mois dernier ça a vraiment été compliqué. Elle a été opérée à 8 mois de grossesse, donc on était tous très très inquiets, mais elle va très bien, le petit va très bien aussi. Donc voilà, finalement une très très bonne nouvelle. Donc je vais arrêter cette vidéo sur cette très bonne nouvelle et je vous dis à bientôt. La prochaine fois je posterai un vlog sur les derniers livres de ce printemps japonais que je vais finir. Je vous le promets. Et donc je vous dis à une prochaine fois.